Les voitures de luxe sont des symboles de puissance, de vitesse et de prestige. Mais quand tout tourne mal, les conséquences peuvent être terrifiantes. Dans cette compilation d'une heure, vous assisterez aux accidents mortels les plus effroyables impliquant certains des véhicules les plus prestigieux au monde. Des collisions à grande vitesse, dévastatrices, aux instants tragiques captés par caméra, ces accidents dévoilent le côté obscur du luxe et de la vitesse. Préparez-vous à vivre une expérience intense et inoubliable. Une heure consacrée aux accidents mortels les plus troublants impliquant des voitures de luxe. C'était en septembre 2023 en Sardaigne, en Italie. Un groupe de touristes fortunés traversait la campagne près de la petite ville de San Giovanni Suergiu. Il faisait partie du Sardinia Supercar Experience. Un rallye de luxe durant lequel les participants conduisent des Ferrari et des Lamborghini à travers des paysages pittoresques tout en séjournant dans des établissements haut de gamme. Parmi eux se trouvait une Ferrari Portoino rouge qui transportait Marcus Crowley, âgé de 67 ans, et sa femme Melissa, âgée de 63 ans. Le couple, originaire de Wallace, près de Zurich en Suisse, était passionné par les voyages, le luxe et les voitures rapides. Marcus dirigeait une entreprise de logistique possédant des bureaux en Suisse, en Belgique et au Portugal, tandis que Melissa travaillait dans les ressources humaines au sein de la même société. Pour eux, ce rallye, dont la participation coûtait entre 10 000 et 21 000 livres, fut l'une des nombreuses aventures qu'ils avaient partagées. Dans le groupe se trouvait également une Lamborghini Huracan bleue, conduite par le milliardaire indien Vikas Oberoi, à la tête d'Oberoi Realty, une entreprise qui développe des propriétés et hôtels de luxe en Inde, et dont la valeur nette est estimée à 3,6 milliards. Sa femme Gayatri Joy, actrice de Bollywood surtout connue pour son rôle dans Sets, était assise sur le siège passager. Ce jour-là, le groupe se dirigeait vers le nord, passant de Fort Village à Maurice, le long de la route d'État 195 Salsatana, une voie étroite à deux voies traversant la campagne sarde. Ce qui devait être une promenade fluide se transforma rapidement en un accident mortel. Un officier de police allemand en vacances captura des images de dashcam qui révélèrent la suite des événements. Un camping-car blanc se trouvait devant les supercars et les ralentissait. Certains conducteurs du convoi avaient déjà été aperçus plus tôt dans la journée en train d'ignorer les règles de circulation. La route étroite laissait peu de marge pour des dépassements en toute sécurité, mais l'un des conducteurs semblait impatient. La vidéo montre ainsi la Lamborghini tentant de dépasser le camping-car. Au même instant, Marcus, à bord de sa Ferrari, essayait de dépasser les deux véhicules par l'arrière. La Lamborghini dévia alors sur la trajectoire de la Ferrari et les deux voitures entrèrent en collision. La Lamborghini heurta le camping-car, le faisant basculer sur le côté et bloquant les deux voies de circulation. La Ferrari dévia de la route, heurta un talus herbeux et prit feu. Une épaisse fumée s'éleva dans les airs. Le feu se propagea rapidement, piégeant Marcus et Melissa à l'intérieur. Des témoins rapportèrent avoir entendu des cris. Les secours, pompiers et ambulances aériennes inclus, arrivèrent rapidement, mais le véhicule était déjà réduit en cendres. Marcus et Melissa ne survécurent pas. Des photos du lieu de l'accident montrent la Ferrari renversée et brûlée au point d'être méconnaissable, tandis que la Lamborghini s'était retrouvée au bas d'une pente entourée de poussière et de fumée. Le camping-car, lui, était étalé sur le côté, obstruant la route. À l'intérieur se trouvait un homme de 61 ans, Lorenzo, et sa femme de 62 ans, tous deux touristes venus du nord de l'Italie. Après l'impact, ils se retrouvèrent de travers dans leur siège, parvinrent à ramper hors du véhicule et furent ensuite soignés pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger. Vikas Oberoi et Gayatri Joy, quant à eux, ne furent pas blessés. Gayatri fut même vue assise par terre en pleurant, tandis que Vikas demeurait sous le choc à proximité. La police ouvrit immédiatement une enquête. Les trois véhicules, la Lamborghini, la Ferrari et le camping-car, furent saisis pour examen et les images de dashcam fournies par l'officier allemand devinrent un élément clé du dossier. Ces images montraient notamment la Lamborghini franchissant une ligne blanche continue, ce qui en Italie signifie qu'un dépassement est interdit. Bien que Vikas Oberoi n'ait pas été officiellement inculpé, les procureurs l'ont placé sous enquête pour ce que la loi italienne qualifie de double homicide routier. N'étant pas empêché de quitter le pays, il retourna en Inde peu de temps après l'accident. Des séquences, publiées en ligne, montrèrent par la suite que d'autres conducteurs du rallye franchissaient des feux rouges et ignoraient les règles de circulation, laissant entendre que des comportements imprudents étaient monnaie courante lors de l'événement. Le Sardinia Supercar Experience est ainsi présenté comme une tournée de conduite haut de gamme, où les participants arrivent soit avec leur propre voiture de luxe, soit en louent une. Pour Marcus et Melissa, ce qui avait débuté comme un voyage excitant se termina en tragédie. L'accident détruisit 3 véhicules, coûta 2 vies et laissa d'autres personnes profondément traumatisées. Les enquêteurs continuent de travailler pour déterminer exactement qui fut responsable de ce drame. Le 11 juin 2023,
Un terrible accident a frappé la région de Hunter Valley en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Ce qui avait commencé comme une joyeuse célébration de mariage s'est terminé en une tragédie inimaginable. La soirée était remplie de rires et de danses alors que les invités se rassemblaient au domaine Wandin Valley Estate à Lovedale pour célébrer le mariage de Mitchell Gaffney et Madeleine Hetzel. Alors que les festivités touchaient à leur fin, 35 invités ont embarqué dans un bus affrété pour retourner à leur hôtel à Singleton à 30 minutes de route. Le bus, un Volvo B7R de 2009 exploité par Link Buslins, devait les ramener en toute sécurité. Vers 23h30, le drame a frappé. Alors que le bus approchait d'un rond-point à l'échangeur de la M15 et de Wine Country Drive, près de Greta, le conducteur, Brett Button, 58 ans, a perdu le contrôle. Le véhicule s'est renversé dans un épais brouillard, basculant sur le côté. L'accident a été dévastateur, 10 personnes ont perdu la vie et 25 autres ont été blessées. Certaines ont été transportées à l'hôpital, tandis qu'une passagère gravement blessée a été évacuée par hélicoptère vers Sydney pour des soins urgents. Les victimes étaient des membres aimés de la communauté. Parmi elles se trouvait Kaya McBride, 22 ans, et sa mère, Nadine McBride, 52 ans. D'autres incluaient Kane Simmons, 21 ans, Zachary Bray, Angus Craig, Tori Coburn et Rebecca Mullen, tous âgés de 29 ans, ainsi que Darcy Bullman, 30 ans, et Andrew et Lynn Scott, tous deux dans la trentaine. Beaucoup faisaient partie du club de football australien des Singleton Roosters. Leur disparition soudaine a plongé la communauté dans un profond chagrin. Les autorités ont immédiatement ouvert une enquête. Button a été arrêté sur les lieux et emmené au poste de police de Cessnock. Un test de dépistage de drogue a révélé qu'il avait pris du tramadol, un puissant analgésique sur ordonnance. La dose était supérieure à celle recommandée et ce médicament est connu pour provoquer de la somnolence et altérer le jugement. Des investigations supplémentaires ont révélé que Button souffrait de douleurs chroniques depuis les années 1990 et prenait du tramadol depuis des décennies. En 2022, un médecin lui avait diagnostiqué une dépendance à ce médicament, ce qui avait conduit à son licenciement d'un précédent emploi. Malgré cela, il avait continué à travailler comme chauffeur. Les enquêteurs ont confirmé que Button roulait à une vitesse excessive en approchant du rond-point, ignorant la mauvaise visibilité due au brouillard. Son état altéré et sa conduite imprudente ont finalement conduit à l'accident. La nouvelle de l'accident s'est rapidement répandue, plongeant la nation dans le choc. Les survivants ont non seulement dû faire face à des blessures physiques, mais aussi à un traumatisme émotionnel. Beaucoup ont parlé en cours de leurs expériences terrifiantes. L'un d'eux a raconté avoir été piégé sous les débris, luttant pour respirer. Un autre a partagé la douleur d'avoir perdu un ami proche cette nuit-là. Button a initialement été inculpé de 10 chefs d'accusation pour conduite dangereuse ayant entraîné la mort et un chef de conduite négligente. Alors que l'enquête progressait, les procureurs ont envisagé des charges plus graves. En janvier 2024, il a été inculpé d'homicide involontaire. Cependant, dans le cadre d'un accord de plaidoyer, ces charges ont été abandonnées, ce qui a contrarié de nombreuses familles des victimes. Au lieu de cela, Button a plaidé coupable à 10 chefs de conduite dangereuse ayant entraîné la mort, ainsi qu'à d'autres infractions connexes. Lors du procès, il a été révélé qu'il avait sciemment pris plus de tramadol que prescrit avant de conduire. Il avait même plaisanté sur les risques. En cours, il a admis sa pleine responsabilité dans la tragédie. En septembre 2024, Button a été condamné à 32 ans de prison avec une période de non-liberté conditionnelle de 24 ans. Bien que cela ait apporté une certaine forme de justice, de nombreuses familles ont estimé que le système judiciaire n'était pas allé assez loin. La décision d'abandonner les charges d'homicide involontaire les a laissés frustrés, estimant que l'impact complet de la tragédie n'avait pas été reconnu. En réponse à la tragédie, une campagne de collecte de fonds a été lancée pour soutenir les familles des victimes. Le fonds de soutien aux victimes de la tragédie du bus de Hunter Valley, géré par le Rotary, a récolté près de 1 500 000 $ pour aider à couvrir les frais médicaux, les funérailles et les difficultés financières. Les dons ont afflué de toute l'Australie, y compris de personnes qui n'avaient jamais rencontré les victimes. Avec le temps, beaucoup se sont demandé si l'accident aurait pu être évité. Button aurait-il dû être autorisé à conduire malgré ses antécédents médicaux? Une surveillance plus stricte des conducteurs commerciaux aurait-elle fait la différence? Et les mesures de sécurité des bus étaient-elles suffisantes pour empêcher une telle catastrophe? Pour les familles des victimes, ces questions restent sans réponse. Elles doivent maintenant affronter la douloureuse réalité d'avancer sans leurs proches. Quant à Brett Button, il passera des décennies en prison, portant le poids d'une décision qui a changé tant de vies en un instant.
Il était tôt un dimanche matin, le 2 octobre 2022, à Saint-Pétersbourg, en Floride. 3 adolescents, Mario Banila, âgé de 15 ans, Kandre Lang, également âgé de 15 ans, et Malaki Daniels, âgé de 16 ans, se promenaient dans un quartier paisible. La plupart des habitants dormaient encore, mais ces garçons n'étaient pas simplement de sortie pour flâner. Ils inspectaient les voitures pour vérifier si l'une d'elles avait été laissée déverrouillée. Lang utilisait sa chemise pour tirer sur les poignées de porte, veillant à ne pas laisser d'empreintes. Ils ne cherchaient aucune voiture en particulier, se fiant simplement à leur chance. Puis, sur l'allée située près de la 62e avenue North et de la 28e Street North, ils tombèrent sur une Maserati blanche de 2016. La voiture était déverrouillée et les clés se trouvaient à l'intérieur. Lang prit place au volant, Bonilla s'installa sur le siège passager avant et Daniels grimpa à l'arrière. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un hélicoptère du shérif survolait la zone. Déployé pour une autre affaire à proximité, il aperçut par hasard les adolescents passant d'une voiture à l'autre. Les adjoints à bord de l'hélicoptère observèrent les teenagers entrer dans la Maserati et appelèrent immédiatement les unités au sol pour signaler un possible vol de véhicule. Lang sortit de l'allée et s'engagea sur la 62e avenue North sans allumer les phares. Il était à peine passé de 3h20. Les adjoints, dans des véhicules marqués, activèrent leurs gyrophares pour forcer l'arrêt de la voiture. Pensant être poursuivi, Lang appuya sur l'accélérateur, mais le bureau du shérif du comté de Penlith suit une politique stricte. Il n'est permis de poursuivre un véhicule que si certaines conditions sont remplies. Un sergent de surveillance ordonna aux adjoints de réduire leur vitesse et ils ralentirent à environ 35 miles par heure. L'hélicoptère continua de suivre la Maserati pendant que Lang accélérait rapidement. Quelques secondes avant l'accident, il roulait à 123 miles par heure. Aucun des garçons ne portait de ceinture de sécurité. Lang perdit le contrôle de la voiture qui franchit un trottoir, heurta une enseigne commerciale, puis fit un tonneau se retrouvant à l'envers dans un parking adjacent à un immeuble. La Maserati fut totalement détruite, pliée en deux sous l'impact. Les adjoints arrivèrent en quelques secondes. Bonilla, sur le siège passager avant, ne survécut pas tandis que Daniels, à l'arrière, fut grièvement blessé et transporté d'urgence à l'hôpital dans un état qualifié de critique. Lang fut lui aussi conduit à l'hôpital avec de graves blessures, bien que son pronostic de survie fut plus favorable. L'intégralité de l'événement, depuis le vol jusqu'à l'accident, fut enregistrée par l'hélicoptère. Le bureau du shérif publia par la suite cette séquence lors d'une conférence de presse, montrant Lang utilisant sa chemise pour ouvrir la portière de la voiture, les adolescents entrant dans le véhicule et la Maserati s'éloignant à vive allure, les phares toujours éteints. 1 minute et demie plus tard, l'accident survint. Les enquêteurs découvrirent, à l'intérieur de l'épave, un pistolet de calibre .025 qui n'avait pas été légalement immatriculé depuis 1968 et qui serait passé de main en main de manière illégale. Aucun des adolescents ne possédait de permis de conduire valide. Bien que leur passé criminel ne fût pas lourd, leur comportement avait de plus en plus inquiété. En effet, quelques semaines plus tôt, le 11 septembre, ces mêmes adolescents avaient déjà été interceptés par des adjoints dans la ville voisine de Kenneth City alors qu'ils erraient dans un quartier aux premières heures du matin. Les policiers avaient contacté leurs parents et les garçons avaient été reconduits chez eux sans qu'aucune charge ne soit retenue. Après l'accident, les enquêteurs s'entretinrent avec les familles, qui étaient dévastées. Un père avait même décidé de changer d'école pour son fils, espérant ainsi remettre son parcours sur de meilleurs rails. Pourtant, cette nuit-là, tous les trois avaient quitté la maison sans que personne ne s'en aperçoive. Le shérif Bob Gualtieri expliqua que ces adolescents prenaient de mauvaises décisions et qu'ils n'avaient pas encore été confrontés aux vraies conséquences de leurs actes jusqu'à présent. Le propriétaire de la voiture, qui avait laissé la Maserati déverrouillée avec les clés à l'intérieur, fut contacté. Un seul choix a tout changé. L'un des adolescents est décédé. Un autre pourrait ne jamais s'en remettre, et le troisième a survécu mais doit désormais faire face à de lourdes conséquences juridiques. Tout cela à cause d'une voiture laissée déverrouillée. Le matin du 18 février 2023, Giovanni Mendoza Martinez, âgé de 31 ans, conduisait sa Tesla Model S de 2021 sur l'Interstate 680 en Californie. Il avait activé la fonction autopilote de son véhicule, se fiant aux promesses de Tesla en matière de capacité avancée de conduite autonome. Son frère, Caleb, se trouvait sur le siège passager. Soudain, la voiture heurta un camion de pompiers stationné, ce qui coûta la vie à Giovanni et laissa Caleb avec de graves blessures. Cet accident tragique a entraîné un procès contre Tesla. La famille de Giovanni affirmant que l'entreprise avait induit les clients en erreur sur les véritables capacités de son système autopilote. Ils soutiennent que Tesla et son directeur général, Elon Musk, ont présenté la technologie comme étant plus avancée qu'elle ne l'était réellement, offrant ainsi aux conducteurs un faux sentiment de sécurité. Tesla, en revanche, rejette toute responsabilité.
précisant que les conducteurs doivent rester attentifs et garder le contrôle de leur véhicule en tout temps. L'accident s'est produit tôt le matin près de la baie de San Francisco. Des véhicules d'urgence, dont un camion de pompiers, étaient stationnés sur 2 voies de l'autoroute, avec leurs feux clignotants. L'autopilote de Tesla avait été activé depuis environ 12 minutes avant le choc. Selon le procès, Giovanni n'avait effectué aucun ajustement manuel pendant ce laps de temps. Ni freinage, ni direction, ni accélération. Le système n'a pas correctement détecté les véhicules d'urgence, interprétant mal la situation et ne réagissant pas en conséquence. La Tesla heurta le camion de pompiers à 71 miles par heure. Giovanni fut retrouvé coincé sur le siège du conducteur, tandis que Caleb survécut avec des blessures significatives. 4 pompiers présents sur les lieux subirent également des blessures mineures. Tesla soutient que cet accident est dû à une erreur du conducteur plutôt qu'à une défaillance du système autopilote. La société affirme que ces voitures sont conçues pour être sûres lorsqu'elles sont utilisées correctement et que les conducteurs ont la responsabilité de rester vigilants pendant l'utilisation du système. Tesla précise également que les blessures résultant de l'accident sont probablement dues à un mauvais entretien ou à une utilisation inappropriée du véhicule plutôt qu'à des défauts technologiques. Cependant, la famille Mendoza et leur avocat, Brett Schreiber, estiment le contraire. Ils soutiennent que le marketing de Tesla a conduit Giovanni à croire que la voiture était capable de se conduire seule en toute sécurité. Au lieu de lancer des rappels pour corriger les problèmes connus, Tesla a continué de déployer des mises à jour logicielles qui ne résolvent pas entièrement la problématique. Le procès met en lumière le fait que Tesla a souvent surestimé la sécurité de ses fonctionnalités de conduite autonome. Entre 2015 et 2022, la société a reçu plus de 1000 signalements d'accidents liés à l'autopilote et 3000 plaintes concernant des accélérations ou freinages brusques. Malgré cela, Tesla continue de présenter cette technologie comme quasi parfaite. Musk lui-même a maintes fois formulé des déclarations audacieuses sur les capacités de conduite autonome de Tesla. En 2014, il avait affirmé que les conducteurs pourraient bientôt parcourir une autoroute de l'accès à la sortie sans toucher aux commandes. En 2016, il déclarait que l'autopilote était probablement meilleur qu'un conducteur humain. De telles déclarations ont convaincu de nombreux utilisateurs, dont Giovanni, que la technologie était plus sûre qu'elle ne l'était en réalité. La famille Mendoza soutient que Tesla n'a pas fourni d'avertissements adéquats sur les limites de l'autopilote. Ils estiment que Giovanni aurait été plus prudent s'il avait été conscient des faiblesses du système. Au lieu de cela, le marketing de Tesla a créé une illusion de fiabilité conduisant à un accident qui aurait pu être évité. La National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, enquête sur le système autopilote de Tesla suite à de multiples accidents impliquant des véhicules d'urgence. En 6 ans, 16 incidents de ce type ont été recensés, entraînant 15 blessures et un décès. L'agence examine si les affirmations de Tesla concernant les capacités de l'autopilote ont induit les consommateurs en erreur. Le procès intenté par la famille Mendoza dépasse le seul cas de Giovanni. Il soulève des préoccupations plus larges quant à la sécurité des technologies de conduite autonome. Bien que l'idée des véhicules autonomes soit séduisante, cette affaire démontre que la technologie est encore en développement et peut comporter des risques sérieux. Pour l'instant, le procès n'est pas résolu. La famille Mendoza continue de demander que des responsabilités soient établies, espérant ainsi prévenir de futures tragédies similaires. Leur affaire rappelle avec insistance que, si la technologie peut améliorer la sécurité, les entreprises se doivent d'être honnêtes quant à ses limites. En attendant, les conducteurs doivent demeurer vigilants, quelle que soit la sophistication apparente de leur véhicule. Le 15 décembre 1995, un accident dévastateur s'est produit près de Castle-en-Dinas, une fortification près de Newquay, en Cornouailles. Il était 18h30 lorsqu'un trajet routinier s'est transformé en tragédie, bouleversant de nombreuses vies. Mark Wade, un chauffeur de camion de 31 ans originaire de Fradon, était sur la route depuis le petit matin transportant une pelleteuse Caterpillar sur un camion à plateau bas. Épuisé après une longue journée de travail, il rentrait au dépôt de son entreprise à Saint-Columb. Il ignorait qu'une petite erreur allait conduire à une tragédie. Le bras de la pelleteuse, qui aurait dû être solidement fixé, était resté libre. Alors que Wade roulait sur une route étroite, le bras non sécurisé a balayé la voie opposée. À ce moment-là, 4 voitures arrivaient en sens inverse. L'impact a été catastrophique. Le bras de la pelleteuse a heurté les voitures, arrachant leur toit et causant une destruction immédiate. 5 personnes ont perdu la vie sur le coup. 3 hommes et 2 femmes, dont une passagère. 3 autres ont subi des blessures graves, notamment des traumatismes crâniens. La scène était horrifiante. Les services d'urgence sont intervenus rapidement,
avec 10 équipes d'ambulanciers venus de villes comme Newquay, Wadebridge, Penzance et Bodmin, travaillant sans relâche pour secourir les blessés. Les pompiers et les policiers ont lutté pour maîtriser la scène chaotique. Cependant, pour 5 personnes, rien ne pouvait être fait. L'ampleur de la destruction a profondément marqué les premiers intervenants, certains ayant ensuite besoin d'un soutien psychologique. Les autorités ont rapidement ouvert une enquête pour comprendre comment cet accident avait pu se produire. Il a été découvert que le bras de la pelleteuse aurait dû être sécurisé avec une goupille du métallique et des chaînes. Ces éléments étaient disponibles sur le camion, mais Wade ne les avait pas utilisés. Il pensait que la charge était stable, ignorant qu'il la manipulait incorrectement. Des investigations supplémentaires ont révélé que Wade n'avait jamais reçu de formation adéquate sur le transport sécurisé de machines lourdes. Ses employeurs, Beasley Plant Hire et Chepstow Plant Hire, n'avaient pas fourni les instructions nécessaires. En conséquence, les 2 entreprises ont été tenues responsables de négligence. Elles ont été condamnées à une amende totale de 500 000 livres pour ne pas avoir respecté les procédures de sécurité. Wade, quant à lui, n'a pas été condamné à une peine de prison. Au lieu de cela, il a été envoyé dans un hôpital psychiatrique après avoir été diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique, TSPT, sévère et une dépression. 2 rapports psychiatriques ont confirmé qu'il souffrait de troubles mentaux à la suite de l'accident. Le juge Graham Cottle a décrit Wade comme un homme travailleur qui n'avait jamais eu l'intention de nuire. Une pétition signée par plus de 1000 personnes a exhorté le tribunal à faire preuve de clémence, soulignant que Wade souffrait déjà du poids émotionnel de ce qui s'était passé. Le juge a accepté, reconnaissant que Wade porterait le poids de cette nuit pour le reste de sa vie. Pour les familles des victimes, la douleur de perdre leurs proches était permanente. Mais elles n'étaient pas les seules à souffrir. De nombreux premiers intervenants présents sur les lieux ce soir-là ont porté les cicatrices émotionnelles pendant des années. L'un d'eux était Richard Bobeck, un pompier de la caserne de Saint-Colombe-Major. Richard a été l'un des premiers sur place, témoin des décombres dévastateurs et de la perte de jeunes vies. Cette expérience l'a profondément affecté. Richard était connu comme un pompier dévoué et un père aimant pour ses 2 filles, Selina et Anja. Cependant, le traumatisme de cette nuit l'a submergé. 8 mois plus tard, incapable de faire face à ce qu'il avait vu, Richard est tragiquement décédé. À l'époque, la sensibilisation au TSPT n'était pas aussi répandue et Richard n'a pas reçu le soutien en santé mentale dont il avait besoin. Ses filles ont parlé plus tard de la façon dont la perte de leur père avait changé leur vie à jamais. Selina a partagé des souvenirs émouvants de lui, évoquant sa gentillesse et les années qu'ils avaient perdues ensemble. Des années plus tard, le dévouement de Richard a été honoré. Son nom a été ajouté au Mémorial national des pompiers à Londres et une plaque a été installée à la caserne de Saint-Colombe. Des pompiers retraités et en activité ont assisté à la cérémonie, partageant des anecdotes sur son humour et sa générosité. L'accident de Castle-en-Dinas reste l'un des moments les plus sombres de l'histoire de la Cornouaille. Les conséquences ont dépassé cette nuit, affectant les familles, les premiers intervenants et même Mark Wade lui-même. Cet accident rappelle l'impact dévastateur qu'une petite erreur peut avoir. C'était en décembre 2024 à Dallas, Texas. Juste après 15 heures, une hypercar McLaren noire d'une valeur de 400 000 $ filait sur Abrams Road, dans le quartier de Lake Highlands. Ce lieu se trouvait tout près du Forest Meadow Middle School et les élèves venaient sans doute d'être libérés pour la journée. La circulation commençait à s'intensifier et des témoins affirmaient que le moteur rugissait tandis que la voiture filait à une vitesse incroyable. À l'intérieur du véhicule se trouvaient 2 hommes, Christoël Flores Espino, âgé de 29 ans, et Robert Leroy Rocha, âgé de 31 ans. Ils traversaient un quartier regorgeant de familles et d'enfants rentrant de l'école. Alors qu'ils s'approchaient de l'intersection d'Abrams Road et de Royal Lane, quelque chose tourna mal. La McLaren perdit le contrôle, dévia de la route et heurta violemment un grand arbre. L'impact fut suffisamment violent pour fendre le véhicule en 2. La partie avant s'enroula autour de l'arbre, tandis que la section arrière fut projetée à plus de 9 mètres le long de la route. Des débris de la voiture furent éparpillés sur la chaussée et le trottoir, et Christoël ainsi que Robert ne survivirent pas. Les secours de Dallas Fire Rescue arrivèrent rapidement, mais les 2 hommes avaient déjà rendu l'âme. Les dégâts étaient si importants que les intervenants durent déployer des outils lourds pour accéder aux décombres. Ce n'était pas un accident ordinaire, c'était une destruction totale. Un autre véhicule, une berline Toyota dorée, était également impliquée. Une femme en était aux commandes. Elle perdit le contrôle, heurta un arbre distinct et fut transportée à l'hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger, bien que l'avant de sa voiture ait été gravement endommagé. L'impact fut si bruyant
que les riverains se précipitèrent dehors. Plusieurs appelèrent le 911 tandis que d'autres enregistrèrent la scène. Les photos et vidéos publiées en ligne montrèrent à quel point l'impact avait été extrême. La McLaren était à peine reconnaissable. La partie avant, écrasée autour de l'arbre, contrastait avec la section arrière, presque intacte mais complètement détachée. On pensait qu'il s'agissait d'une McLaren 570 S coupé, réputée pour ses hautes performances, équipée d'un moteur V8 biturbo de 3,8 litres, capable d'accélérer de 0 à 62 miles par heure en 3,2 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de plus de 200 miles par heure. Pourtant, ce bolide, conçu pour des environnements contrôlés, n'était absolument pas fait pour la conduite en ville. La police ferma immédiatement Abrams Road, en particulier la zone avoisinant l'école, et les enquêteurs se rendirent sur place pour relever les traces de freinage, baliser les débris et recueillir des preuves. Au départ, la cause de l'accident demeurait incertaine. Le lieutenant Trace Jones expliqua aux journalistes le lendemain que les équipes enquêtaient toujours sur les circonstances ayant conduit à ce drame, en examinant minutieusement tous les facteurs possibles, sans trouver la moindre trace d'une poursuite policière, ni même d'un vol signalé du véhicule. Par ailleurs, aucune substance n'avait été confirmée à ce stade. L'emplacement même de l'accident accentuait la gravité des faits. Ce n'était pas une autoroute, mais une zone scolaire où les enfants regagnent leur domicile à pied, aidés par des agents de sécurité pour traverser en toute sûreté. Rouler à une telle vitesse dans ce contexte n'était pas seulement risqué, c'était carrément dangereux pour tous les habitants du quartier. Les images de l'accident se répandirent rapidement sur Internet et choquèrent le public. Une voiture d'une valeur de centaines de milliers de dollars, déchirée comme on déchire du papier. Le lendemain, bougies et fleurs furent déposées sur les lieux, alors que les habitants venaient rendre hommage. Bien que Christoël et Robert n'aient pas été des figures publiques, leur décès toucha profondément le quartier. La structure en fibre de carbone de la McLaren est conçue pour supporter des impacts extrêmes. Cependant, malgré ce niveau de protection, l'accident fut d'une violence inouïe. L'avant fut écrasé jusqu'à en devenir méconnaissable, tandis que la section arrière, abritant le moteur, fut projetée sans pouvoir sauver aucun des occupants. Aucune sécurité n'aurait pu empêcher ce drame à cette vitesse. À Dallas, la conductrice de la Toyota fut par la suite relâchée de l'hôpital et se mit à collaborer avec la police, son témoignage offrant un éclairage précieux sur ce qui s'était passé juste avant l'accident. La cause officielle n'ayant toujours pas été confirmée, les enquêteurs examinent l'ensemble des images, des données du véhicule et des déclarations des témoins afin de déterminer si la vitesse était le seul élément en cause ou si un autre facteur a déclenché l'accident. Tout cela s'est produit à moins de 10 miles du centre-ville de Dallas. Un véhicule aussi puissant que la McLaren 570S n'était pas destiné à circuler sur ce type de route, et lorsqu'une telle puissance est déployée en zone scolaire, les conséquences peuvent être dévastatrices. En l'espace de quelques secondes, Christoël et Robert perdirent la vie, transformant un après-midi ordinaire en une scène de destruction inoubliable. Les enquêteurs continuent de chercher des réponses, laissant deux familles tenter de comprendre comment tout cela a pu se produire. C'était une matinée paisible en 2022 lorsque Landon Embry, âgé de 34 ans, prit sa moto pour ce qui semblait être une balade ordinaire. Il avait passé des années à explorer les vastes routes de l'Utah à bord de sa chère Harley-Davidson. Pour lui, la moto n'était pas qu'un simple loisir, c'était une véritable passion. Mais ce trajet allait se révéler être le dernier. Landon était reconnu pour sa nature bienveillante et loyale. En tant qu'aîné de 4 frères et sœurs, il était toujours présent pour sa famille. Il assistait aux matchs de football de sa nièce, soutenait ses proches et n'hésitait jamais à aider ceux qui étaient dans le besoin. À quelques jours de l'accident, il avait même surpris sa mère, Santi, en lui offrant des fleurs. Un geste simple, mais chargé d'émotion. Ce matin-là, Landon roulait vers le sud sur l'Interstate 15, près de Draper, dans l'Utah. Simultanément, une Tesla Model 3 de 2020 se déplaçait dans la même direction, avec son système Autopilot activé. Cette fonction de conduite semi-autonome, conçue pour aider à gérer la vitesse et la direction, requiert néanmoins que le conducteur reste pleinement attentif. Selon les rapports, le conducteur de la Tesla était extrêmement fatigué et pas totalement conscient de son environnement. Le véhicule, circulant entre 75 et 80 miles par heure, percuta l'arrière de la moto de Landon. L'impact le projeta de sa monture et il perdit la vie sur le coup. Lorsque les autorités arrivèrent sur les lieux, elles retrouvèrent le corps de Landon sur le bas-côté. Sa famille fut dévastée lorsque la police se présenta à leur porte pour annoncer cette nouvelle déchirante. L'accident souleva de vives inquiétudes quant au système autopilot de Tesla. Le conducteur déclara à la Utah Highway Patrol qu'il n'avait pas aperçu Landon avant la collision, remettant ainsi en question l'efficacité de la technologie.
En effet, le système, conçu pour détecter les véhicules et prévenir les accidents, n'avait pas réussi à repérer la moto de Landon. La National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, lança une enquête sur cet incident. Ce n'était pas la première fois que l'autopilote de Tesla se retrouvait impliqué dans un accident grave. Depuis 2016, la NHTSA étudie plus de 30 cas similaires, dont certains ont également fait des victimes. L'accident de Landon est ainsi devenu le 38e dossier examiné au niveau fédéral, soulignant les inquiétudes persistantes entourant cette technologie. Submergée par le chagrin, la famille de Landon décida d'agir en justice. Elle déposa une plainte contre Tesla, arguant que le système autopilot était défectueux et dangereux. Selon eux, la technologie avait failli à détecter correctement les motos, un problème qui se serait déjà manifesté dans des cas antérieurs. La plainte mettait également l'accent sur le comportement du conducteur de la Tesla. La famille insistait sur le fait que ce dernier aurait dû rester pleinement concentré sur la route, au lieu de se reposer sur le système autopilote. Bien que Tesla présente ce système comme une technologie avancée, il demeure un simple outil d'assistance, loin d'être une fonction de conduite entièrement autonome. L'affaire suscita rapidement un vif intérêt du public. De nombreuses personnes s'exprimèrent sur les réseaux sociaux, dénonçant les risques liés à la conduite autonome. L'ami proche de Landon, Samuel Case, partagea sa colère en ligne, affirmant que son ami avait payé de sa vie pour un système qui n'était pas prêt à être déployé dans le monde réel. La mort de Landon n'était pas un incident isolé. L'autopilote de Tesla avait déjà été associé à de nombreuses collisions et des experts commençaient à remettre en question la sécurité réelle de cette technologie. La NHTSA avait ouvert plusieurs enquêtes sur des accidents similaires, dont 3 collisions impliquant des Tesla en l'espace d'un mois. La problématique semblait particulièrement préoccuper les motocyclistes, le système de Tesla peinant à détecter les véhicules de moindre taille. Au fil du procès, la famille de Landon affirma clairement qu'elle souhaitait obtenir plus que la simple justice pour leurs proches disparus. Elle réclamait que Tesla améliore sa technologie afin de prévenir de futurs accidents similaires, tout en estimant que le conducteur devait assumer sa part de responsabilité pour son manque de vigilance. Tesla, quant à elle, resta silencieuse sur l'affaire, refusant tout commentaire. Le conducteur du véhicule n'a pas été immédiatement inculpé, et il reste incertain s'il devra faire face à des conséquences judiciaires. Pour la famille de Landon, la douleur de sa perte était d'autant plus vive qu'il savait que sa mort aurait pu être évitée. Amis et proches se remémoraient sa gentillesse et sa générosité. Sa sœur, Lindsay, évoquait avec émotion la présence constante qu'il avait eue pour elle. Ses parents, Sandy et Lloyd, peinaient à concevoir la vie sans leur fils. Alors que l'enquête sur le système autopilote de Tesla est toujours en cours, la mort tragique de Landon alimente un débat crucial sur l'avenir de la technologie de conduite autonome. Sa famille espère qu'en s'exprimant, elle pourra inciter à des changements destinés à rendre les routes plus sûres pour tous, et plus particulièrement pour les motocyclistes, qui restent parmi les usagers les plus vulnérables. Seul l'avenir dira si Tesla sera tenu responsable, mais une chose est certaine. L'histoire de Landon Embry est désormais inscrite au cœur d'un débat bien plus vaste, qui est loin d'être terminé. C'était le 13 février 2024 à Mesa, en Arizona. Ray Longhi, un père et grand-père de 67 ans passionné d'aviation, se rendait à l'aéroport de Phoenix Sky Harbor pour chercher sa femme. C'était un trajet simple, quelque chose qu'il avait fait de nombreuses fois auparavant. Ray adorait les avions et vivait près de l'aéroport de Falcon Field, où il observait souvent les décollages et atterrissages. Sa famille plaisantait en disant qu'il pouvait reconnaître un avion rien qu'au son de son moteur. Mais ce jour-là, Ray n'arriverait jamais à l'aéroport. Alors qu'il conduisait sa Lexus rouge sur Greenfield Road, un jet privé se préparait à décoller de Falcon Field. Le jet, un appareil d'affaires haut de gamme, a commencé à rouler sur la piste, mais quelque chose a terriblement mal tourné. Il n'a pas réussi à décoller, a perdu le contrôle et s'est écrasé directement sur la voiture de Ray. L'impact a été catastrophique. Ray a perdu la vie sur le coup. Le jet n'a pas pu s'arrêter, il a dérapé hors de la route et s'est écrasé dans un verger où il a pris feu. À bord de l'appareil se trouvaient 4 passagers, Drew Kimball, 44 ans, son fils Graham Kimball, 12 ans, Spencer Lindahl, 43 ans et Rustin Randall, 48 ans. Malheureusement, aucun d'eux n'a survécu. Un adolescent a réussi à s'échapper mais a subi de graves brûlures et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Les témoins ont déclaré que l'avion n'avait jamais quitté le sol.
Ce qui aurait dû être un décollage routinier s'est transformé en désastre en quelques secondes. Ray n'était qu'à quelques pâtés de maison de chez lui lorsque l'accident s'est produit, rendant la situation encore plus incompréhensible pour sa famille. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver si près de l'endroit où il avait passé des années à observer les avions? La passion de Ray pour l'aviation allait au-delà du simple fait de regarder les avions. Il avait travaillé dans l'industrie, notamment dans la vente, et avait même vécu à Taïwan pendant 8 ans. Il connaissait tout sur les avions et adorait partager ses connaissances. Sa fille, Lorraine, se souvenait comment il l'emmenait dehors, enfant, pour regarder les avions décoller. Ils se tenaient ensemble dans leur jardin, à quelques minutes de Falcon Field, pendant qu'il lui expliquait le fonctionnement de chaque appareil. Malgré toute sa connaissance des avions, rien ne l'avait préparé à ce qui s'est passé ce jour-là. Lorraine était sous le choc. « Quand j'ai entendu parler d'un accident, j'ai supposé qu'il s'agissait d'un accident de voiture », a-t-elle déclaré. « Mais quand j'ai appris qu'un avion était impliqué, je n'arrivais pas à y croire. Mon père vivait à côté de cet aéroport depuis des années. Comment cela a-t-il pu arriver ? Pour la famille de Ray, la perte semblait irréelle. Il avait passé une grande partie de sa vie fasciné par l'aviation et pourtant, c'est un accident d'avion qui l'a emporté. Mais Ray n'était pas seulement un homme qui aimait les avions. C'était un mari, un père et un grand-père dévoué. Il aimait passer du temps avec sa femme, Ada, ses enfants et son petit-fils d'1 an, Charles. Lorraine l'a décrit comme plus grand que nature, quelqu'un de bienveillant, d'aventurier et toujours prêt à aider les autres. Quelques minutes avant l'accident, Ray avait envoyé un message simple à Lorraine. Tout va bien, c'était quelque chose qu'il faisait souvent, une façon de prendre des nouvelles et de montrer qu'il tenait à elle. En y repensant, Lorraine y a vu plus qu'un simple texto de routine. C'était une preuve de son amour, ce dernier message est devenu l'un de ses derniers souvenirs de lui. Lorraine a eu du mal à accepter ce qui s'était passé. « C'est tellement injuste », a-t-elle déclaré. « Mais je sais que mon père ne voudrait pas que nous restions coincés dans la tristesse. Il voudrait que nous continuions à avancer. » Alors que la famille de Ray essayait de comprendre la tragédie, le National Transportation Safety Board a ouvert une enquête sur l'accident. Mais attendre des réponses était difficile. « Ma famille et moi avons besoin de savoir ce qui s'est passé », a déclaré Lorraine. Cela n'aurait pas dû arriver. Ray avait toujours été passionné par l'aide aux autres. Il soutenait le Sunshine Acres Children's Home à Mesa, faisant souvent des dons pendant les fêtes. En sa mémoire, sa famille a encouragé les gens à contribuer à cette œuvre caritative s'ils souhaitaient lui rendre hommage. Pour ceux qui connaissaient Ray, sa disparition était déchirante. Il n'était pas seulement un passionné d'aviation, c'était un homme de famille qui apportait de la joie à ceux qui l'entouraient. Son absence a laissé un vide profond dans la vie de ses proches. Alors que l'enquête se poursuit, de nombreuses questions demeurent. Cet accident aurait-il pu être évité? S'agissait-il d'un problème mécanique, d'une erreur humaine ou de quelque chose d'autre? Pour la famille de Ray, ces questions ne sont pas seulement une quête de réponse, elles sont un douloureux rappel qu'il n'est plus là. Mais malgré le chagrin, Lorraine s'accroche aux souvenirs de son père, au rire, à l'amour et aux moments partagés. La vie de Ray Longhi était remplie d'aventures et de gentillesse. Bien que son histoire se soit terminée en tragédie, son impact ne sera jamais oublié. Le 8 novembre 2020, à Harare, au Zimbabwe, Genius Kadungo, plus connu sous le nom de Ginimi, venait de quitter sa somptueuse demeure de Dombashava. Il roulait à bord de sa Rolls-Royce Wraith, une voiture estimée à environ 500 000 $. Il était aux alentours de 5 heures du matin. Janimi avait passé la nuit au Dreams Nightclub dont il était le propriétaire à l'occasion du 26e anniversaire de Michelle Amuli, alias Moana, influenceuse en plein essor et coach fitness. Le plan était de continuer la fête ailleurs, mais ils n'y sont jamais arrivés. Plus tôt dans la soirée, Kenimi avait posté une vidéo sur Instagram, l'air joyeux et excité, annonçant qu'ils allaient déboucher du champagne. Ce fut son dernier message pour ses plus de 600 000 abonnés. Dans la voiture avec lui se trouvait Moana, l'homme d'affaires de Malawit, Limumba Karim et une femme originaire du Mozambique, identifiée seulement comme Elicia. Karim était recherché au Malawi pour son lien avec un scandale de fonds publics datant de 2013, impliquant plus de 24 millions de livres sterling. Il s'était réfugié en Afrique du Sud pour échapper à une arrestation. Les témoins ont déclaré que le groupe semblait joyeux et ivre lorsqu'il a quitté le club. Les rues étaient quasi désertes. Alors qu'il circulait sur Bodale Road, un homme nommé Danny Kowanga a assisté à la scène. La voiture de Janembi est passée en trombe à côté de lui, puis a tenté de dépasser un autre véhicule. C'est à ce moment-là qu'elle est entrée en collision frontale avec une Honda Fit bleue arrivant en sens inverse. La Rolls-Royce a dérapé, a percuté un arbre et a pris feu.
La Honda Fit a subi des dégâts sur un côté, mais son conducteur et son passager n'ont eu que des blessures légères. Autour de la Rolls, le spectacle était bien plus macabre. Kawanga raconte que le choc a été si violent que Ghanim a été éjecté du véhicule. Il se serait retrouvé à quelques mètres, conscient mais visiblement en détresse. Avec 3 autres personnes, Kawanga a tenté de l'extraire de l'épave. Selon un témoin, il tremblait et implorait de l'aide. En moins de 5 minutes, il a perdu connaissance et est décédé. Les autres passagers sont restés prisonniers à l'intérieur. L'impact avait bloqué les portières. Des gens aux alentours entendaient leurs cris, alors que les flammes se propageaient. Des riverains ont essayé d'éteindre l'incendie à l'aide de seaux d'eau et de branches, en vain. Le feu a pris trop rapidement. Moana, Karim et Elicia n'ont pas pu s'échapper. Leurs corps ont été carbonisés et sont devenus méconnaissables. Les équipes de secours ont passé des heures à les extraire des débris. La police a confirmé leur décès peu après. Dans un communiqué, l'assistant commissaire Paul Niati a indiqué que le véhicule avait pris feu après la collision, survenue lors d'une tentative de dépassement. Moana s'était fait un nom dans le milieu du divertissement zimbabwéen. Elle apparaissait dans des clips musicaux et était très active sur les réseaux sociaux. Son père, Ishmael Amuli, était dévasté. Leur relation s'est étendue après sa séparation de sa mère en 2017. Il élevait seul ses 5 autres enfants, reprochant à Moana son mode de vie jugé contraire à leurs convictions religieuses. Le passé de Karim a ajouté une dimension controversée à l'accident. Bien que son rôle exact dans l'affaire financière reste flou, son nom était régulièrement associé à des détournements de fonds publics. Quant à Elicia, son identité complète demeure inconnue. Djinimi, de son côté, était l'une des personnalités les plus en vue du pays. Entrepreneur, dès l'âge de 17 ans, il avait amassé entre 7 et 76 millions de livres sterling, principalement dans le secteur des hydrocarbures, et se faisait remarquer par sa passion pour les voitures de luxe, Lamborghini, Ferrari, Bentley, et ses fêtes somptueuses, parfois budgétées jusqu'à 50 000 $. Il avait d'ailleurs déjà fait l'objet d'enquêtes pour malversation financière, et plusieurs de ses véhicules avaient été saisis pour droits de douane impayés. Au moment de son décès, une Bentley était toujours retenue par la police. On signalait également ses liens familiaux avec Mary Mubai, épouse arrangée du vice-président du pays. Le crash a choqué la nation. Des foules se sont rassemblées sur les lieux. Personnalités publiques, fans et proches sont venus se recueillir. Sa sœur Nelia et sa manageuse Chalet étaient particulièrement affectées. Des obsèques étaient en préparation pour les 4 victimes. L'inhumation de Moana a été retardée en raison de coutumes religieuses et de différends familiaux. L'enquête policière se poursuit, mais il apparaît déjà que la vitesse et la conduite imprudente en sont les principales causes. Un témoin a même raconté que Ghanim avait tenté de venir en aide à ses amis, mais que la voiture a explosé avant qu'il ne puisse intervenir. Ce matin-là, 4 vies ont été fauchées en un instant. Quelques heures plus tôt, ils riaient et célébraient. Tout s'est achevé dans les flammes, le chaos et le silence. Dans la nuit du 10 février 2024, un accident tragique survint dans un ranch isolé au Texas Hill Country. Angela Chao, directrice générale de la société de transport maritime Foremost Group et belle-sœur du leader de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, perdit la vie dans un tournant imprévu et déchirant. Âgée de 50 ans, Angela était une dirigeante d'entreprise respectée et une philanthrope, admirée pour son esprit vif et son leadership dans le secteur du transport maritime. Angela avait invité des amis dans le ranch familial de 900 acres afin de célébrer le Nouvel An chinois. La propriété était un havre de paix doté d'écuries, d'une piscine et d'une maison d'hôtes où séjournaient ses proches. La journée avait été emplie de rires et de festivités, et au fil de la soirée, ils partageaient dîner et boissons. Vers 23h30, Angela décida de quitter la maison d'hôtes pour retourner à la maison principale où son fils dormait. Plutôt que de marcher, elle opta pour parcourir la courte distance en conduisant sa Tesla Model X. Les images de vidéosurveillance montrèrent Angela marchant d'un pas chancelant vers sa voiture, arborant des signes évidents d'intoxication. Son taux d'alcoolémie fut ultérieurement mesuré à 0,23, soit environ 3 fois la limite légale. À 23h37, Angela monta dans sa Tesla, mais quelque chose se passa mal. Le véhicule se déplaça de manière imprévisible, avançant brusquement avant de reculer subitement. Il franchit une barrière en bois et se précipita dans un étang de la propriété. La voiture coula rapidement, emprisonnant Angela à l'intérieur. Paniquée, elle appela une amie proche en expliquant qu'elle avait accidentellement enclenché la marche arrière au lieu d'avancer. L'eau montait à l'intérieur du véhicule et malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à s'échapper. Sa voix devint de plus en plus désespérée à mesure qu'elle prenait conscience qu'elle manquait de temps.
Ses amis se mirent immédiatement en action. L'un d'eux sauta dans un kayak, pagayant en direction de la voiture qui coulait, tandis qu'un autre se jeta à l'eau pour tenter de l'atteindre. Ils grimpèrent sur le véhicule, déployant tous leurs efforts pour libérer Angela, mais l'eau montait trop rapidement. Les agents arrivèrent à minuit, mais à ce moment-là, la voiture était submergée depuis plus de 20 minutes. Le responsable du ranch leur indiqua que la porte arrière était ouverte, mais ils peinèrent à atteindre Angela. Après que le bris du pare-brise eut échoué, ils tentèrent d'ouvrir la vitre côté conducteur. Finalement, un agent parvint à la sortir du véhicule avec l'aide d'un secouriste. Les intervenants en urgence pratiquèrent des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire dans une tentative désespérée de la sauver, mais il était trop tard. Angela fut déclarée morte à 1h40. Cet accident constituait une perte dévastatrice pour sa famille, ses amis et ses collègues. Angela était reconnue pour son leadership visionnaire à Foremost Group, où elle avait ouvert la voie aux femmes dans l'industrie du transport maritime. Elle était profondément admirée pour sa compassion envers ses employés et son engagement philanthropique. Elle coprésidait le conseil consultatif de The Asian American Foundation, œuvrant au soutien des communautés américano-asiatiques et insulaires du Pacifique. Son père, le Dr James S. C. Chao, la décrivait comme une dirigeante réfléchie et dévouée qui avait marqué les esprits. Angela était également une mère, une épouse, une sœur et une tante dévouée. Son mari, le capital risqueur Jim Breyer, était anéanti, tout comme le reste de sa famille, y compris sa sœur Helen Chao, ancienne secrétaire américaine au transport. Quelques jours seulement avant l'accident, Angela avait profité d'un concert et passé d'agréables instants avec des amis, rendant sa perte soudaine encore plus choquante. La tragédie fut aggravée par l'isolement du ranch qui retarda les opérations de secours. Malgré la réaction rapide de ses amis et des autorités, cela ne suffit pas à la sauver. La disparition d'Angela résonna bien au-delà de ses cercles personnels et professionnels. Ses liens avec le monde politique attirèrent une attention médiatique considérable sur l'incident. Bien que l'alcool ait joué un rôle, les autorités confirmèrent qu'il s'agissait d'un accident malheureux, laissant ceux qui la connaissaient pleurer à la fois les circonstances de sa mort et la perte d'une leader inspirante. Bien qu'elle ne soit plus parmi nous, l'influence d'Angela Chao dans les affaires, la philanthropie et dans la vie de ceux qui l'aimaient ne sera jamais oubliée. C'était une soirée calme de novembre 2024 lorsqu'un terrible accident s'est produit sur l'autoroute RM12 à La Manga, en Espagne. Ce qui aurait dû être un trajet routinier s'est transformé en catastrophe lorsqu'un hors-bord s'est détaché d'une remorque provoquant un accident mortel. 2 Britanniques ont perdu la vie et un autre a été grièvement blessé. L'incident a commencé lorsqu'un hors-bord de 32 pieds, surnommé Narcolancha, en raison de son utilisation dans le trafic de drogue, s'est détaché du véhicule qui le remorquait. Ces bateaux sont conçus pour atteindre des vitesses élevées, souvent équipés de moteurs puissants pour échapper aux radars en mer. Celui-ci, se déplaçant à environ 120 km/h, s'est soudainement détaché, a volé dans les airs et s'est écrasé sur une Seat Leon transportant 3 Britanniques. Le conducteur et le passager avant, âgés de 49 et 57 ans, n'ont pas survécu. Le choc était trop violent. Le 3e passager, un homme de 54 ans assis à l'arrière, a subi des blessures critiques. Les secours l'ont rapidement transporté à l'hôpital universitaire Virgen de la Arixaca à Murcie, où il est resté dans un état grave. L'accident a provoqué une réaction en chaîne impliquant 6 autres véhicules. Certaines voitures ont été projetées hors de la route, tandis que d'autres se sont renversées ou ont été gravement endommagées. Les équipes de secours ont passé plus de 30 minutes à libérer les victimes coincées. Les témoins ont décrit une scène chaotique, des tôles tordues, des éclats de verre et des débris éparpillés partout. Plusieurs autres personnes ont été blessées, dont 2 femmes de 18 et 55 ans et 2 hommes de 19 et 29 ans. Ils ont été transportés dans des hôpitaux de Carthagène avec des blessures de diverses. L'autoroute a été fermée pendant plusieurs heures, pendant que les autorités déblayaient les débris et menèrent l'enquête. Les enquêteurs ont rapidement réalisé que le bateau n'était pas un engin ordinaire. C'était un hors-bord surpuissant, souvent lié au trafic de drogue. Sa taille et son poids le rendaient extrêmement dangereux une fois détaché. Avec 2 moteurs de 300 chevaux, il est devenu un projectile massif. Les autorités, y compris la police et la garde civile, ont lancé une enquête immédiate. Elles ont découvert que le bateau était attaché à une remorque tirée par un autre véhicule devant la voiture des victimes. Cependant, comme il n'était pas correctement fixé, il s'est détaché et a traversé les 2 voies. Le conducteur de la Seat Leon n'a pas eu le temps de réagir. L'accident était inévitable. Le conducteur qui remorquait le bateau a pris la fuite avant l'arrivée des autorités. Les enquêteurs pensent que cette personne pourrait être liée à des opérations de trafic.
Une autre personne aurait pu se trouver dans le véhicule, mais cela n'a pas été confirmé. Une recherche a été lancée pour retrouver le conducteur, mais jusqu'à présent, personne n'a été retrouvé. L'un des éléments clés de l'enquête était une série de reçus de supermarchés retrouvés dans les débris. Les autorités examinent les images de surveillance des magasins voisins dans l'espoir d'identifier le suspect. Les victimes ont été identifiées comme PD, 49 ans, JW, 57 ans, et IP, 54 ans, tous de nationalité britannique. Leur voiture était remplie de clubs de golf suggérant qu'ils se rendaient à la station balnéaire de la Manga Golf and Tennis Resort, une destination prisée de la région. Le ministère britannique des Affaires étrangères a confirmé qu'il apportait son soutien aux familles des victimes et collaborait avec les autorités locales. Les photos de l'accident montraient le hors-bord toujours étalé sur l'autoroute, entouré de véhicules détruits. Les dégâts s'étaient considérables, montrant à quel point un objet de cette taille pouvait être destructeur une fois libéré. Les autorités examinent désormais d'éventuels liens criminels. Le bateau, identifié comme un Zodiac gonflable, n'avait aucun numéro d'immatriculation visible, ce qui rend son origine suspecte. Les responsables travaillent avec l'ambassade britannique pour approfondir l'enquête et déterminer comment un tel drame a pu se produire. Au-delà des pertes humaines, l'accident a causé d'importantes perturbations. La RM12, une route majeure reliant la Manga à Carthagène, a été fermée pendant plusieurs heures, provoquant des retards de circulation. De nombreuses questions demeurent. Comment un bateau aussi grand et dangereux a-t-il pu être si mal sécurisé? S'agissait-il d'un accident ou y avait-il une intention plus sinistre? Quels autres risques étaient présents cette nuit-là? Le conducteur responsable du remorquage du bateau est toujours introuvable, laissant un vide dans l'enquête. Les autorités continuent de chercher des réponses, mais pour l'instant, les familles des victimes sont plongées dans le deuil. Un instant d'inattention, ou quelque chose de plus délibéré, a transformé une simple soirée en catastrophe. La recherche de la vérité continue, mais pour ceux qui ont été touchés, les conséquences de cette nuit ne s'effaceront jamais. C'était en janvier 2022 à Voula, une banlieue en bord de mer située au sud d'Athènes, en Grèce. Zortzis Manoios, un homme d'affaires de 45 ans, originaire de Mykonos, venait tout juste de prendre possession de sa toute nouvelle Ferrari 488 rouge, d'une valeur d'environ 250 000 livres. C'était une voiture qu'il avait attendue avec impatience, une machine élégante et puissante. Ce soir-là, il l'a sortie pour une première balade avec sa femme Athéna Kontopanou à ses côtés. Zortzis n'était pas seulement un homme d'affaires, il était également bien connu dans toute la Grèce. En 2003, alors qu'il n'avait que 23 ans, il participait à la version grecque de l'émission de télé-réalité The Wall, alors qu'il était étudiant en informatique. Sa sérénité et son allure le distinguaient. Il eut même une brève relation avec une autre candidate, Giannakopoulou, qui ne dura pas longtemps, mais qui le maintint dans la mémoire du public. Après sa carrière télévisuelle, Zortzis retourna à Mykonos et lança sa propre marque de vêtements, Georgie, en ouvrant 2 boutiques. L'entreprise rencontra un franc succès et il devint une figure familière tant pour les habitants que pour les touristes. Lui et Athéna eurent 2 enfants et menaient une vie de famille paisible, mais cette nuit-là, tout tourna terriblement mal à seulement 3 km de l'endroit où il avait récupéré la voiture. Zortzis roulait sur la rue Constantinou Karamani, près de Pikodakia. La route longeait la côte et se rétrécissait par endroits. À un moment donné, il aurait tenté d'éviter un piéton. Ce faisant, il perdit le contrôle du véhicule. La Ferrari quitta la route et s'écrasa contre un arbre. Des témoins dirent que le moteur avait rugi bruyamment juste avant l'impact. L'impact écrasa l'avant de la voiture, qui prit immédiatement feu. Le chanteur grec Stan, qui se trouvait dans la voiture qui le suivait, vit l'accident se produire et se précipita pour porter secours. Athéna avait été partiellement éjectée du véhicule et était encore à une distance permettant de la dégager. Stan parvint à la sortir juste avant que le feu ne se propage. Elle s'effondra à proximité, grièvement blessée. Quant à Zortzis, il resta coincé à l'intérieur. Un parent venant dans une autre voiture se précipita également pour aider, mais ne put l'atteindre, les flammes s'étant propagées trop rapidement. Zortzis était enfermé derrière le volant et ne put être sauvé. Des images vidéo prises par des passants et partagées par la suite par des sites d'information grecs montraient la Ferrari complètement engloutie par les flammes, réduite en métal noirci en quelques secondes. La balade n'avait duré que quelques minutes. Les services d'urgence intervinrent rapidement, les pompiers éteignirent l'incendie et récupérèrent les restes de Zortzis. Athéna fut transportée à l'hôpital général d'État de Nikaia. Elle survécut, bien que ses blessures soient restées graves. La police ouvrit immédiatement une enquête, analysant les images des caméras de surveillance des environs et reconstituant les événements ayant précédé l'accident. Aucune preuve ne permet de relever l'implication d'un autre véhicule.
Les premiers rapports suggéreraient que Zortzis avait réagi pour éviter quelqu'un sur la route et que la puissance de la Ferrari, combinée à son inexpérience au volant, aurait pu jouer un rôle. L'accident laissa une empreinte profonde sur tout le pays. La sœur de Zortzis, Katarina Monogos, députée du parti Nouvelle Démocratie, reçut d'innombrables messages de soutien. Les gens se rappelaient de lui, non seulement pour ses passages à la télévision ou pour ses affaires, mais aussi pour la personne qu'il était. Certains rapports affirmaient qu'il avait été éjecté du véhicule, tandis que d'autres indiquaient qu'il était resté coincé à l'intérieur. C'est que la Ferrari fut détruite en quelques secondes et qu'il ne survécut pas. Athéna survécut grâce aux efforts de ceux qui se précipitèrent pour lui porter secours. Son état resta incertain durant les premiers jours, mais elle finit par s'en sortir. 3 ans plus tard, Katarina s'exprimait publiquement, déclarant que leur famille se concentrait désormais sur l'éducation de leurs enfants, en gardant en mémoire la douceur, le calme et la grande affection qu'il inspirait. L'enquête demeure ouverte, mais les premiers éléments suggèrent qu'aucun autre véhicule ne fut impliqué. Juste un instant de réaction, une voiture puissante et une route qui ne laissait aucune marge d'erreur. C'était le 1er janvier 2025 lorsqu'une explosion a secoué l'entrée de l'hôtel Trump International à Las Vegas. Vers 9 h, un Tesla Cybertruck stationné devant l'hôtel s'est soudainement enflammé, projetant des débris dans toutes les directions et provoquant la panique chez les clients ainsi que chez les passants. Il ne s'agissait pas d'un accident, c'était une attaque préméditée orchestrée par Matthew Alan Livelsberger, un soldat des forces spéciales de l'armée américaine âgé de 37 ans. Livelsberger avait préparé cette attaque à l'avance. Il avait loué le Cybertruck et l'avait chargé de mortiers à feu d'artifice, de bidons de gaz et de carburant de camping, le tout aménagé pour être déclenché à distance. Cependant, avant de déclencher l'explosion, il s'était déjà donné la mort en se servant d'une arme à feu placée près de ses pieds. Au moment de l'explosion, Livelsberger était le seul occupant du véhicule. 7 personnes aux alentours ont été blessées, mais aucune de manière critique. L'explosion n'a pas causé de dommages majeurs à l'hôtel, laissant cependant les enquêteurs en quête de réponse. Les autorités découvrirent par la suite des notes et un manifeste laissé par Livelsberger révélant ses motivations. Il y exprimait une profonde frustration politique ainsi que des luttes personnelles, affirmant que son acte avait pour but d'attirer l'attention de la nation. Il était convaincu que les gens ne réagissaient qu'aux événements extrêmes et voyaient dans l'explosion un moyen de mettre en lumière des problèmes qu'il estimait être ignorés. Ses écrits revenaient également sur son passé militaire, notamment sur son séjour en Afghanistan. Il évoquait les pertes auxquelles il avait assisté et le lourd fardeau qu'il portait à cause de son service. Il avait lutté contre de graves troubles mentaux tels que le syndrome de stress post-traumatique et la dépression, des problèmes exacerbés par des blessures physiques subies au combat, incluant plusieurs commotions cérébrales et des interventions chirurgicales du dos. Les enquêteurs ont découvert que Livelsberger préparait cette attaque depuis des semaines. Son historique de recherche contenait des informations sur les explosifs, les munitions et la réglementation relative aux feux d'artifice en Arizona. Il avait également documenté ses préparatifs en listant ses achats d'armes à feu, de matériel de camping et d'autres fournitures. Malgré son dernier acte, Livelsberger jouissait d'une grande estime dans l'armée. C'était un vétéran décoré, ayant effectué plusieurs missions en Afghanistan au sein d'une équipe des Green Berets. Ses collègues se rappelaient de lui comme d'un leader compatissant et compétent, prêt à risquer sa vie pour autrui. Il s'était même spécialisé dans le démantèlement d'engins explosifs, un contraste ironique avec la manière dont il avait choisi de mener son attaque. Son ex-petite amie, Alicia Artist, a révélé qu'il parlait souvent de ses combats intérieurs. Il décrivait le sentiment d'être prisonnier de son propre esprit, hanté par ses expériences militaires. Il évoquait en permanence sa douleur, tant physique qu'émotionnelle, qualifiant sa vie de combat constant. Son manifeste révélait une désillusion profonde face à l'état du pays. Il croyait que les États-Unis étaient en déclin et considérait qu'une action radicale était la seule manière de forcer le changement. Bien qu'il nourrit une admiration pour le président élu Donald Trump et pour le PDG de Tesla, Elon Musk, son attaque ne visait aucune personne en particulier. Il s'agissait plutôt d'une expression de son mécontentement généralisé envers la direction et le leadership de la nation. Malgré le caractère dramatique de l'explosion, celle-ci n'a pas provoqué la destruction à grande échelle qu'il avait peut-être envisagée. Si ces actions ont attiré l'attention, elles ont laissé bien plus de confusion que de clarté. Ses pairs militaires, qui le connaissaient comme un soldat loyal et désintéressé, peinaient à réconcilier l'image de l'homme qu'ils respectaient avec celle de la personne responsable de cette attaque.
Les autorités poursuivent de leur enquête sur l'affaire, notamment concernant l'utilisation par Livelsberger d'outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT dans la planification de l'événement. Son histoire soulève d'importantes questions sur le soutien en santé mentale pour les anciens combattants et sur les moyens de prévenir de telles tragédies. De nombreux militaires rentrent chez eux en portant des blessures invisibles et peinent à s'adapter à la vie civile. Le 18 juillet 1969, sur l'île de Chappaquiddick, près de Martha's Vineyard dans le Massachusetts, un événement impliquant le sénateur Edward Ted Kennedy a laissé des questions persistantes et a changé sa carrière à jamais. À 37 ans, Ted Kennedy était une figure montante de la politique américaine, le plus jeune des frères Kennedy. Ses frères, le président John F. Kennedy et le sénateur Robert F. Kennedy, avaient tous deux été tragiquement assassinés. En 1969, Ted était une figure clé du Sénat, occupant le poste de whip majoritaire et étant considéré comme un candidat potentiel à la présidence en 1972. Ce jour-là, Kennedy avait participé à une régate près de Martha's Vineyard. Ensuite, il avait assisté à une réunion avec des amis et des personnalités politiques, dont 6 femmes ayant travaillé sur la campagne présidentielle de Robert Kennedy. L'une d'elles était Mary Jo Kopechne, une secrétaire politique de 28 ans au bel avenir. Vers 23 h, Kennedy a quitté la fête avec Mary Jo, affirmant qu'il la raccompagnait à son hôtel. Cependant, elle avait laissé son sac à main et sa clé de chambre, ce qui a jeté le doute sur son explication. Vers minuit, un policier a vu la voiture de Kennedy rouler à grande vitesse sur une route non pavée près de Chappaquiddick. Alors que la voiture approchait d'un petit pont, Kennedy a perdu le contrôle et le véhicule a plongé dans un étang atterrissant à l'envers. Kennedy a réussi à s'échapper, mais a déclaré qu'il n'avait pas pu atteindre Mary Jo, qui était coincée à l'intérieur. L'eau était froide et le courant fort. Au lieu de demander de l'aide immédiatement, Kennedy est retourné à la fête, passant devant plusieurs maisons. Il a informé son cousin, Joseph Gargan, et son ami, Paul Markham, de l'incident, mais personne n'a appelé les autorités. Kennedy est ensuite parti et a nagé jusqu'à Edgartown où il séjournait. Il a changé de vêtements, ce qui a suscité des soupçons par la suite. Le personnel de l'hôtel a rapporté l'avoir vu se promener calmement. Le lendemain matin, il semblait indemne, se plaignant même du bruit d'une fête voisine. Ce n'est qu'en milieu de matinée qu'il a finalement signalé l'accident. À ce moment-là, des pêcheurs avaient déjà trouvé la voiture et des plongeurs ont récupéré le corps de Mary Jo. Le retard dans la réaction et les actions de Kennedy ont soulevé de nombreuses questions. Pourquoi n'a-t-il pas demandé de l'aide immédiatement? Mary Jo aurait-elle pu être sauvée s'il avait agi plus tôt? L'enquête a été rapide. Kennedy a fait une déclaration télévisée, affirmant qu'il était submergé par la panique et le chagrin, ce qui l'avait poussé à quitter les lieux. Mais les détails de la nuit restaient flous. Des rapports ultérieurs ont révélé que Kennedy avait demandé à ses amis et à sa famille de garder le silence sur les événements. Beaucoup ont soupçonné que ses actions visaient davantage à protéger sa carrière politique qu'à agir par souci pour Mary Jo. Malgré les circonstances inhabituelles, aucune autopsie n'a été pratiquée sur le corps de Mary Jo. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle aurait pu être enceinte, mais aucune preuve n'a étayé cette hypothèse. John Farrar, le plongeur qui a récupéré son corps, a suggéré qu'elle aurait pu survivre pendant des heures dans une poche d'air à l'intérieur de la voiture. Si Kennedy avait demandé de l'aide plus tôt, elle aurait peut-être été sauvée. Dans les jours qui ont suivi l'incident, Kennedy est apparu profondément secoué. Ses amis l'ont décrit comme renfermé et sa femme, Joanne, a fait une fausse couche pendant cette période. Son père, Joseph Kennedy Sr., dont la santé déclinait déjà, aurait vu son état se détériorer après le scandale. Sur le plan légal, Kennedy a subi peu de conséquences. Il a plaidé coupable pour avoir quitté les lieux d'un accident et a reçu une peine de 2 mois avec sursis. Malgré la controverse, Kennedy a continué à siéger au Sénat pendant des décennies et est devenu un législateur respecté. Bien que l'affaire de Chappaquiddick ait gravement entaché sa réputation et anéanti ses ambitions présidentielles. L'histoire de Mary Jo Kopechne est souvent éclipsée par les retombées politiques. Sa vie s'est terminée dans des circonstances obscures et les questions sans réponse sur cette nuit persistent. Les choses auraient-elles pu tourner différemment si Kennedy avait agi plus tôt? L'incident de Chappaquiddick reste l'un des événements les plus débattus de l'histoire politique américaine, laissant derrière lui des questions qui continuent de hanter les esprits.